édition hockey de la semaine du 2 octobre 2023. Merci d'être avec nous, merci d'être là. Merci à Gagne Sport aussi de nous accompagner là-dedans. Contactez-les, contactez Gagne Sport qui sont là pour vous offrir toutes sortes d'équipements sportifs. Quand je dis toutes sortes, là, je ne parle pas juste de ballons, je parle de filets, de poteaux, de bref, tout ce que vous pouvez chercher, que vous soyez un individu, mais évidemment une école, commission scolaire, même ils aident les firmes d'architectes et d'urbanisme. Contactez Gagné Sport, franchement, une très belle entreprise qui fonctionne depuis plus de 25 ans au Québec et qui peut répondre à toutes vos demandes en termes d'équipement sportif. Voilà. Une autre magnifique semaine. On avait beaucoup de hockey collégial, division 1, masculin et féminin. Féminin, on va parler avec Léa McIntyre, non seulement de ce qui s'est passé, mais également d'une nouvelle qu'on a apprise, c'est-à-dire la relégation de l'équipe des Lynx d'Édouard Montpetit de la division 1 vers la division 2. Alors, un sujet intéressant à aborder avec Léa. Et également, on fait le tour de la quantité d'excellents matchs qu'on a eu en fin de semaine passée au niveau masculin. Et on vous donne en même temps nos suggestions de matchs pour la semaine prochaine avec Denzel Carré-Guéa et Tristan Mac. Manquez pas ça. Je vous invite donc à rester à l'écoute. Avec Léa McIntyre pour jaser de hockey féminin. Si la semaine passée, Léa, tu étais dehors, là, c'était à mon tour. Regarde, c'est cool. Profitons du dernier beau temps là, pendant qu'on ne gèle pas trop. on peut profiter de cette option-là. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, très bien, merci. Deux grosses performances des Blues en fin de semaine. D'abord, une victoire 4-2 contre Édouard Montpetit, puis après ça, je sais qu'une défaite, ça reste une défaite, mais je ne sais pas si on peut le dire, ce terme-là, mais je vais le dire comme ça, une belle défaite contre Limoilou, dans le sens où, franchement, l'exécution était bonne. Ça finit 2-0. Limoilou, on sait que c'est une très, très puissante équipe. Donc, à chaque fois qu'on peut avoir on tient des équipes de ce niveau-là, c'est toujours bon signe. Puis, mentalement parlant, ça montre que l'équipe est capable de les tenir. Fait que, parle-nous un petit peu de cette belle fin de semaine-là pour les Blues. Ben, la semaine a commencé avec une victoire contre Édouard Montpetit. Ça, c'était le fun. Pour eux, c'était un match émotif parce que ça suivait l'annonce de la relégation en Division 2 pour la saison suivante. Ouais. Fait qu'on s'attendait à ce que ça sorte fort, qu'il soit prêt, puis c'est ça qui est arrivé, là. Et nous, on a comme été surpris un petit peu en première période. Attention, on s'est replacé, puis on a réussi à imposer notre rythme puis à gagner ce match-là. Ça nous a bien préparé pour le match contre Limoilou. On a perdu 2-0, mais le deuxième but, c'est en fin de match sur une punition, mais il y avait un filet désert, fait que le but a été accordé quand même. Donc, c'était vraiment une belle performance. Tu sais, depuis le début, je te parle de Camille Godet, notre goaler recrue. Ben là ça a été son temps. Là. Tu sais, elle a tellement bien performé contre Limoilou. Ça a vraiment été un match d'unité spéciale. Il y a eu 8 punitions pour chacune des équipes. En deuxième période, ça a été 7 punitions. On parle de 14 minutes passées soit en désavantage numérique ou en avantage numérique. Donc, c'est comme ça que Limoilou a été capable d'aller chercher leur premier but en avantage numérique en troisième, puis ils en ont profité. Après ça, fin de match, on perdait 1-0. On a eu un avantage numérique de 4 minutes. Puis comme la semaine d'avant, on n'a pas été capable de s'installer, pas capable de profiter de cette opportunité-là. Mais c'est des moments où que nos joueurs apprennent. Puis on va bâtir là-dessus. Là. Puis tu l'as mentionné, là, Camille Godet, parce qu'on est habitué de voir Jeanne Lortie avoir ce type de performance-là. Avoir Camille Godet, fait que c'est. Est-ce que c'est devenu une signature des Blues de Dawson de former des gardiennes de but élites ou ça s'adonne comme ça que les bonnes gardiennes viennent chez vous?
parce que franchement, on le voit, là, c'est vraiment des performances où est-ce que les gardiens... Puis, l'équipe, je pense que les Blues ont joué un bon match, il ne faut pas rien leur enlever, c'est pas juste la gardienne, mais quand même, on voit que vous avez 2 gardiennes, franchement, qui font partie de l'élite. Donc, comment c'est traité ça? Est-ce que c'est juste un addon que c'est des années où vous avez des bonnes gardiennes ou il y a une raison pour laquelle les meilleurs viennent chez vous? Ben, c'est sûr qu'au niveau de notre recrutement, on cherche tout le temps les meilleurs. Puis de voir que les performances sont si bonnes de nos gardiennes, c'est pour une recrue qui rentre et qui voit qu'elle peut partager le filet avec Jeanne ou avec Noémie, parce que nous, on roule à 3 gardiens de but cette année, puis les 3 gardiens de but sont solides, sont capables d'aller voler des matchs. Donc, de voir ces 2 gardiennes-là, j'imagine que ça donne envie d'aller là, puis que ça amène une curiosité à voir qu'est-ce qu'ils font, eux autres, pour avoir des gardiennes comme ça. Donc, j'imagine qu'il y a ça. Sinon, notre coach de gardien est très bon aussi. Il passe du temps avec eux, il fait des vidéos avec eux. Donc, George, pour le nommer, là, il fait vraiment un bon boulot avec eux autres aussi pour leur permettre de progresser au maximum. En fin de semaine, les Cougars Champlain de Knoxville ne jouaient pas, mais ils restent quand même au sommet du classement. John Abbott est allé gagner ses 2 matchs, 6-0 contre Saint-Laurent et 5-2 contre André Laurando. Puis Limoilou, vous ont battu 2-0, puis ont gagné 6-2 contre Édouard Montpetit. Édouard Montpetit, t'en as parlé, t'en as glissé un mot. On a appris qu'elles allaient être reléguées en Division 2. C'était une décision qu'on attendait depuis un certain temps de savoir qu'on allait ramener la Division 1 à 6 équipes. Cette décision-là qui fait que c'est Édouard Montpetit plutôt que Saint-Laurent, par exemple, qui a des années difficiles aussi. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Pourquoi le choix a été fait comme ça? Qu'est-ce qu'il y en est? Puis comment ça va, quel impact ça peut avoir là, justement sur leur programme? Je sais pas. Je sais pas les critères, comment ça a été choisi. C'est dommage pour eux. Ils ont des super belles installations. Donc, ils auraient facilement pu rester Division 1. Là, de tomber à 6 équipes, l'objectif est d'élever le niveau de jeu dans la Division 1. Est-ce que de couper une équipe est vraiment la solution? On va voir, je l'espère. Mais c'est sûr que c'est un choc. Tu sais, moi, je l'ai vécu un petit peu. C'était pas une relégation, mais à ma dernière saison à Lionel Groulx, on nous a annoncé début octobre, là, même chose, que le programme allait fermer. Donc, c'est vraiment un choc. Puis c'est aussi moi, je graduais, donc ça m'a pas affecté tant que ça, mais de voir toutes mes coéquipières en train de penser à qu'est-ce qu'ils vont faire la saison d'après. Ils vont aller est-ce qu'ils vont se trouver une autre équipe? Parce que là, c'est ça qui va arriver avec les joueurs des Lynx. Ils vont aller en Division 2. Puis, ils vont garder leur équipe en Division 2, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les joueurs vont rester dans l'équipe ou ils vont être libérés puis ils vont pouvoir aller dans d'autres équipes de Division 1? Ça, c'est quelque chose qui va passer dans la tête des joueurs. Puis, moi, c'est ce que j'avais trouvé difficile quand ça nous est arrivé, c'était de rester concentré sur la saison actuelle et ne pas penser à la saison prochaine. Donc ça, c'est un défi auquel ils vont faire face probablement. Mais oui, c'est une grosse nouvelle. J'espère que ça va faire les impacts que le circuit souhaite, parce que c'est toujours dommage de voir des équipes être reléguées, là. C'est dommage, tu le dis, parce que on associe évidemment le fait d'être relégué à un échec ou au fait que ça se passe pas bien, mais des fois, ça permet de renforcer un programme où est-ce que ça permet de le stabiliser sur des bases qui sont meilleures, où est-ce que là, on va redevenir compétitif, on va recommencer à avoir du plaisir à jouer, du fait de, comme je dis, à savoir qu'on a des chances de gagner à chaque fois qu'on embarque sur la patinoire, pas juste des espoirs de gagner, mais on a des vraies chances. On le voit au basket, on le voit au football, on le voit dans plein d'autres sports où est-ce que des équipes sont reléguées. Sur le coup, c'est toujours, comme je dis, c'est toujours triste. Là. C'est associé à quelque chose de plate comme nouvelle. Là. On a mieux monter que de descendre dans la vie, puis c'est normal. Mais, je me demande à quel point, justement,
oui, de concentrer peut-être encore mieux les joueurs élites dans une ligue où est-ce qu'il y a moins d'équipes, mais qu'elles sont mieux concentrées, puis d'avoir une ligue des deux forte, où à ce moment-là, des filles peuvent aller jouer un an des deux, puis peut-être monter en D1 l'année prochaine. Ce qu'on voit un peu au hockey masculin, où est-ce qu'on en voit plusieurs, en fait, pas juste un peu, on en voit plusieurs au hockey masculin. Il y a même des programmes qui ont deux équipes, une D1, une D2, puis ça leur permet de se former une relève à l'interne même. Mais cette réalité-là, est-ce qu'on peut l'imaginer justement dans le hockey féminin, c'est-à-dire d'avoir des filles qui jouent une première année collégiale en D2, puis des équipes comme vous autres, justement, aller voir ce qui se passe en D2 en se disant peut-être qu'on peut faire du recrutement dans les équipes D2 puis aller chercher des joueurs, des joueuses, parce qu'on ne veut pas vider la D2 non plus, puis il va y avoir des enjeux de transfert. Là, on sait qu'il y a quand même des règles par rapport à ça. On ne peut pas transférer comme ça. Là. Il y a des suspensions qui viennent avec. Mais être suspendu quelques matchs sur le total de l'année, ça peut être pas si pire non plus. Là, mais ça reste que quand même, c'est un enjeu aussi. Parce qu'il y a un bassin X là, de joueuses de hockey au hockey québécois, puis on en a parlé à plusieurs reprises ensemble. Il faut voir comment structurer ça, s'assurer qu'on forme les meilleurs, puis qu'en même temps, on garde le maximum de monde à jouer, parce qu'il y en a qui arrivent probablement à 17 ans, qui sont clairement pas dans leur pic encore. Fait que, il faut qu'on trouve une manière de les garder puis de les continuer à les développer. C'est sûr. Je sais que Saint-Laurent, cette année, ont une joueuse qui jouait Division 2 l'année passée. Donc, eux, justement, là, ils ont été chercher une joueuse pour l'amener à leur alignement. C'est quelque chose qui peut se faire, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait des autorisations, des programmes de pouvoir parler aux joueuses. Puis là, on rentre vraiment plus dans l'administratif. Puis après ça, comme tu disais, les transferts, c'est toujours un peu plus complexe. Mais c'est quelque chose qui peut se faire. Mais si j'ai bien compris, là, je pense qu'il va y avoir une réévaluation qui va être faite dans quelques saisons pour voir s'il y a des équipes de Division 2 qui seraient capables d'aller en Division 1 et une de Division 1 qui pourrait être reléguée. Donc, en même temps, à quel point les équipes vont vouloir libérer leurs joueuses s'ils sont dans le processus de vouloir accéder à la Division 1, ça va être à voir. Sinon, tu sais, pour la Division 2, moi, je trouve que c'est juste des belles opportunités pour des joueuses de continuer à jouer au hockey. Fait que si tu me demandes mon opinion par rapport à Division 2, ouvre-en le nombre de programmes que tu veux. Tu sais, c'est juste que les joueurs, quand ils finissent sur son 5, vont pouvoir continuer à jouer de façon encadrée avec des bons entraîneurs, puis ils vont pouvoir continuer à progresser et faire leur sport. Puis en bout de ligne, c'est ça qu'on veut. C'est les jeunes de cette catégorie d'âge-là, souvent, c'est une période critique où ils arrêtent de faire de l'activité physique. Puis d'avoir cette opportunité-là de jouer, c'est bénéfique pour tous. Donc, je vois vraiment une belle utilité au D2. Je pense que tout ce qui va manquer au D2, c'est une école anglophone. Parce que les jeunes qui sont anglophones qui vont à l'école en anglais, ben là, présentement, il n'y a aucune opportunité en Division 2, sauf s'ils prennent la décision d'aller étudier en français. Donc, c'est ce qui va manquer dans le Division 2, selon moi. Mais à 6 équipes, au moins, ça va être le fun. Là. Il était 4, là, il va tomber 6 parce que le collège Héritage aussi, qui vont partir une équipe. Donc, au moins, ils ne joueront pas tout le temps contre les mêmes équipes pour avoir une belle compétition. J'ai hâte de suivre, c'est sûr que ça va être intéressant. Puis, c'est sûr qu'on va garder les yeux ouverts sur les joueurs qui se démarquent dans ce circuit-là. Parce que c'est ça, ça revient au fait de donner des opportunités, je pense que tu l'as bien dit. Donc, ça va être à suivre absolument ce qui se passe au niveau de la D2 parce que au-delà de justement savoir lesquels vont se rendre universitaires puis lesquels vont avoir des opportunités plus hautes et plus hautes, ce qui évidemment est toujours fascinant de suivre. Mais comme on dit, c'est d'avoir des structures puis des organisations solides qui permettent justement des opportunités à long terme à un paquet d'étudiantes athlètes, là, justement. Fait que suivons ça, puis espérons que ça fonctionne bien. Espérons surtout que les Lynx vont justement se remettre à gagner, appelons ça comme ça, disons-le de même, puis se remettre à justement pas se remettre, parce que je ne sais pas à quel point ils n'ont pas de plaisir ou non, mais c'est s'assurer qu'il y a du plaisir à le faire parce qu'au bout du compte, comme tu dis, c'est le plaisir de jouer au hockey tout en étudiant. Donc, si elles peuvent le faire, en D2 au lieu de ne pas le faire du tout, ça va être c'est quand même la meilleure chose. Tu l'as dit, il y a des programmes qui ont fermé. Ça, c'est pire encore. Oui. Puis, tu sais, c'est pendant que tu parlais, ça m'a fait penser, là, c'est pas parce que tu vas en Division 2 que
que tu n'as pas d'opportunité pour aller au niveau supérieur. Là, il y a une joueuse qui jouait à Drummondville l'année passée qui, cette année, va être sur l'alignement des Aigles Bleus de Moncton. Donc, tu sais, même si c'est plus proche de la maison, je décide de rester là, il y a quand même des opportunités. Puis le calibre est quand même bon. Là. Moi, je suis allée voir des matchs la saison passée. J'étais surprise là, à quel point il y a des bonnes joueuses qui jouent dans le D2 aussi. Là. Non, mais tu le dis exact. Puis, tu sais, c'est la même affaire dans tous les sports. On le voit, là, les gens qui prennent le temps de regarder c'est quoi. Tu sais, souvent, c'est une question de mon cégep, il est où, à quel cégep je veux aller, puis ça donne qu'ils jouent en D2. Puis moi, ça fait mon affaire. Tu sais. Il y a une catégorie d'athlètes qui ont besoin d'aller en D1 puis sont prêts à se déplacer pour être sûrs d'être en D1 parce qu'ils sont rendus là. Puis il y a une catégorie d'athlètes pour qui ça fait bien leur affaire de jouer à l'école à côté. Puis correct, ils vont avoir plus d'opportunités. Ils vont peut-être justement être sur un premier trio avec du temps de jeu, puis ça va leur permettre de se développer encore plus. Puis c'est un 3 ans de développement. C'est sûr que les universités vont garder les yeux ouverts sur toutes les joueuses qui sont d'âge à rentrer à l'université. Tu ne t'empêches pas de choisir les meilleurs. Fait que tu vas les trouver. Ils vont se faire voir pareil, là, ces joueurs et ces joueuses-là qui jouent en D2, là, c'est sûr et certain. Oui, ça c'est sûr. La semaine prochaine, on a juste 2 matchs la semaine prochaine. Mercredi, John Abbott à Édouard. Et dimanche, chez vous autres qui êtes à Champlain-Lennoxville, comment vous entrevoyez ce match contre les puissantes Cougars? Ben là, les 2 derniers matchs qu'on a joués contre les équipes du haut du classement, ça a quand même bien été. On n'a pas sorti avec la victoire, mais on a livré des bonnes performances quand même. Donc, on va sur ça, puis on est confiant. Tout peut arriver. La dernière fois qu'on est allé à Lennoxville, on était au 4-0. C'était pas un bon match, le premier match de l'année. On était un peu brouillon. Là, on est vraiment plus confiante. On va arriver prête. C'est une longue semaine. On a joué samedi, là, on joue dimanche. Donc, on a du temps pour se préparer, pour bien pratiquer, pour se reposer. Puis, on espère arriver à Lennoxville prête. Là. Puis Lennoxville, c'est ça, c'est une équipe ultra solide défensivement. Ils ont donné juste 2 buts en 4 matchs depuis le début de l'année. Donc, vous autres, comment vous abordez ça? À quel point il faut le voir en disant qu'il faut mettre encore plus de pression, il faut jouer de telle façon, quand on joue contre une équipe extrêmement hermétique en défensive, ou si, au contraire, c'est la patience, puis essayer de profiter des rares erreurs que peut-être elles font. Comment on aborde ça? On ne veut pas trop changer notre temps de match, qui nous amène quand même à un certain succès dernièrement. Je pense que si notre structure est bien appliquée, ça va nous créer des opportunités. C'est là qu'on va pouvoir en profiter, ou qu'il faut en profiter. Mais non, on approche ce match-là comme si ça serait un match contre John Abbott ou contre Limoilou. Puis on va voir ce qui va arriver. C'est vrai que Lennoxville sont très forts en défensive, ils ont des bonnes gardiennes de but aussi. Ça va être un défi supplémentaire, mais on est prêt à le relever. Good. Ben écoute, ça ressemble à ça tranquillement, pas vite. On va regarder. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est une si petite semaine au niveau du hockey collégial féminin? Est-ce qu'il y a d'autres événements ou c'est juste parce que c'est une question d'organisation des horaires? D'habitude, le week-end de l'Action de grâce, Équipe Québec regroupe leurs joueuses. Mais je sais pas, j'ai pas eu l'information si ça a lieu cette année, mais normalement, c'est à cette période-là qu'ils regroupent leurs joueuses. Quand préparatoire, je sais pas s'il reste des coupures, là, je suis vraiment pas informée par rapport à ça. Donc, j'imagine que c'est ça parce que il n'y a pas de match samedi. Non, c'est ça, il n'y a pas de match vendredi samedi, effectivement. Donc, ça ferait beaucoup de sens que ce soit ça, l'équipe Québec rassemble leurs joueuses. Puis, je pense qu'il y avait des matchs hors concours de cédulés en plus contre Bishop, là, si je me souviens bien. Good. Ben écoute, un gros merci, Léa, pour toutes ces précisions. On va vous souhaiter bonne chance pour le match de dimanche prochain. Puis en espérant que pour vous autres, là, pas parce qu'on prend pour personne, mais en espérant pour vous autres, un petit upset, ce serait le fun de voir ça. Justement, on en souhaite toujours quand on regarde les choses de loin, on veut voir un maximum de parité. Fait que je vous souhaite d'aller chercher ce game-là. Merci beaucoup. À bientôt. Bye, bonne semaine. Hockey masculin,
collégiale Division 1 avec des gars de Division 1, Tristan Mac, Denzel Carigueya. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Grosse fin de semaine. Je sais qu'on dit souvent ça, grosse fin de semaine. Je vais probablement commencer tous mes podcasts avec grosse fin de semaine parce que on a 5-6 matchs à jouer à part quelques équipes, là, dont André Laurando qui en a 7, puis il y en a qui en ont 4. Mais bon, grosso modo, on a 5-6 matchs à jouer par les différentes équipes du circuit collégial Division 1. On est encore au très début de la saison, mais déjà les batailles sont intéressantes. Déjà, le classement se mélange d'une façon que pour certains, on s'attendait, pour d'autres, vraiment pas. Puis, on a eu le droit à vraiment des gros matchs. Pas le choix, là. Je pense qu'on n'a pas le choix. On va commencer avec le match c'est clairement pas en ordre chronologique, mon affaire, mais comme vous êtes là et que je sens la fébrilité, on va tout de suite parler d'André Laurando contre Outaouais. Un match qu'a décrit Denzel. Et Tristan était présent sur place, donc tout pour être sûr que tout le monde a bien vécu l'émotion. Ça finit avec une victoire d'Outaouais, mais Denzel, je vais te laisser raconter l'histoire, puis Tristan, évidemment, l'a commenté. Allez-y. Je pense qu'on savait que c'est un match qui allait être enlevant de deux équipes qui ont quand même des styles de jeu assez similaires, des équipes qui ont beaucoup d'intensité dans leur style de jeu, qui appliquent énormément de pression, beaucoup de physicalité. Mais je pense que du côté d'André Laurando, on a débuté avec un meilleur début de match, ça c'est sûr. On a senti une formation des Griffons qui avait beaucoup de difficultés à s'installer en territoire offensif. Puis on en a profité là, du côté du boomerang pour aller inscrire ce premier but qui a été franchement mérité. Je pense qu'on doit donner beaucoup de crédit là, au boomerang qui, dans ce match, a débuté sur les chapeaux de roue. Même si je pense qu'Olivier Brideau aurait certainement voulu revoir ce tir d'Emilio Zerny, mais on a laissé trop d'espace à André Laurando en début de match. Puis à la pause, je pense que Maxime Villeneuve-Ménard a apporté les bons ajustements du côté de l'Outaouais. On a su profiter d'un avantage numérique très tôt en deuxième période. Puis je pense que c'est à partir de là qu'on a senti les Griffons prendre un peu plus leurs aises dans ce match. On était en mesure de capitaliser à 2 reprises sur l'avantage numérique, à 2 moments où est-ce qu'André Laurando dominait. Puis ça a vraiment changé la donne parce que si on regarde ces 60 minutes de jouer, je pense qu'André Laurando a eu les meilleures chances de marquer, même si du côté des Griffons, on a quand même su passer à travers ces mauvais moments. Puis au final, être en mesure d'aller gagner ce match grâce au brio de Christopher Talbot qui récupère une rondelle à partir de rien, puis envoie une rondelle au filet dans les derniers instants du match. Je pense qu'on ne pouvait pas manquer cette occasion-là du côté de l'Outaouais parce qu'on avait été un peu muselé là, par André Laurando. Mais la jeune équipe des Griffons était en mesure de vraiment rendre la vie difficile au boomerang. Puis le résultat est très important. En début de saison, face à une équipe qui connaissait beaucoup de succès, je pense qu'on peut être satisfait de la manière dont les Griffons se sont comportés là, face à une équipe d'André Laurando assez aguerrie. En effet, puis juste pour, avant que Tristan t'embarque là-dessus, je voulais juste mettre un peu de contexte à ce fameux dernier but-là. André Laurando est en avantage numérique dans 2 minutes, 2 minutes qui venaient de se terminer, là, qui venaient tout juste de prendre fin. Et puis, Daniel Milo-Zerny a raté. Écoute, j'ai essayé de revoir l'angle de 12 fois sur où est-ce qu'il a envoyé la rondelle. Je n'ai pas trop vu comment, mais pas dans le but. Et puis, on parle d'un but dans le très ouvert, là, mais bon, ça se passe vite. Fait que, il va compter plus de buts que j'en aurais compté. Fait que mon objectif ici n'est pas de dire que c'était pas fort son affaire, au contraire, là, mais c'est vraiment une chance gigantesque qu'il a malheureusement raté. Et puis, ça s'est retourné contre André Laurando, finalement, parce que Talbot a plus que dirigé une rondelle au filet. Là, il a lancé un laser, comme Tristan aime utiliser comme expression, dans le haut du filet. C'était tout un tir. Mais effectivement, ça avait l'air de rien à ce moment-là. Le match s'en allait. On avait l'impression que ça s'en allait en prolongation, là. Talbot est allé avec beaucoup de force, d'intensité dans son entrée de zone. Puis clairement, il a tiré pour marquer. Là. Son but n'était pas juste de mettre une rondelle au filet. Fait que, bref, ça a marché. Fait qu'avec 26 secondes à jouer, il a scellé l'issue du match. Mais effectivement, là, une bonne description de comment ça s'est passé et de l'allure de la rencontre. Denzel. Tristan, toi, tu as vu ça comment? Comment ça s'est ressenti de ton côté? Moi, honnêtement, un mot pour être un synonyme de ce match-là, et c'est émotion. Honnêtement, les émotions étaient palpables dans l'amphithéâtre de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Les deux équipes avaient un grand niveau d'intensité, avaient le pied sur la pédale vraiment là,
très enfoncés, n'ont pas respecté les limites de vitesse pour vous signifier un petit peu quel type d'intensité représentait ce match-là. Vraiment, c'était un match physique, beaucoup de la brasse camarade, surtout en fin de match. On a vu des gestes là, qui ont été un peu, disons-le comme ça, irréfléchis ou insensés de la part des deux formations en fin de partie avec une brasse camarade alors qu'il restait à peine 1,7 secondes au cadran. Je pense notamment à Olivier Brideau qui, oui, a été sublime dans cette partie-là, a effectué plusieurs gros arrêts, mais en fin de match, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a perdu le contrôle de ses émotions, est arrivé à la ligne rouge, a enlevé son casque et autres pour regarder vers le banc du boomerang en ayant une idée quelconque. Je ne sais trop quelle était cette idée-là et je n'oserais pas interpréter cette idée-là non plus. D'ailleurs, il est suspendu pour un match pour ce geste-là. Mais bref, les deux équipes étaient dans toutes les émotions dans ce match-là. Juste pour vous donner une statistique signifiante par rapport à cette joute, en deuxième période, selon les statistiques compilées par le Boomerang, André Laurando avait tiré 10 fois au filet et les 10 tirs provenaient de l'enclave. Et ça, on parle de chance de qualité, là. Alors, c'était quand même un très bon match. Brideau a connu là, une excellente partie, je dirais, là, et ça n'a pas empêché le Boomerang de connaître une très bonne partie non plus. C'est juste le désavantage numérique du Boomerang qui voudra retourner sur la planche à dessin parce qu'il a accordé 1 ou 2 buts, je pense, au Griffon samedi. Et dans le match de vendredi contre les Patriotes, le Boomerang en a donné 2. Les 2 seuls buts marqués par les Patriotes qui étaient en avantage numérique vendredi soir. Donc, c'était vraiment là, un match très, très, très intéressant samedi soir. Et j'en parlais justement avec Denzel par échange de textos. Et on se disait qu'on n'avait probablement pas vu tous les matchs dans le circuit depuis le début de la saison, mais c'était probablement le meilleur match disputé, toute équipe confondue à travers le circuit collégial des 1, sans prétention, parce que le niveau d'intensité était là, le désir de vaincre des deux formations était là. Alors, je pense que c'était quand même de très haute qualité. C'est le type de match que si les équipes veulent faire de la promotion de leur formation, c'est ça qu'il faut montrer. C'est de l'intensité, c'est du bon jeu physique légal, du jeu avec de l'intelligence hockey des deux côtés. Alors, vraiment, c'était un très bon match de hockey samedi soir là, du côté du complexe Franche-Aubrière. Ah, absolument, absolument. Tu l'as bien dit, là, c'est typique des meilleurs matchs de hockey collégial. C'est pas. Oui, comme tu dis, c'est peut-être le meilleur depuis le début de l'année, ou peut-être pas, peu importe, mais tu sais, rendu là, ça fait partie des bons matchs qu'on voit quand même souvent plus l'année avance des matchs de ce type-là. Franchement, ceux qui ne l'ont pas vu et qui voulaient aller revoir, vous jetez un œil là, sur rseq.direct. Allez voir ça. Puis, franchement, quand on regarde ce match-là, Philippe, ce qui a coûté le match au Boomerang, c'est un revirement à la ligne bleue. C'est simplement un revirement à la ligne bleue. Sidibé qui aurait dû se regrouper avec ses défenseurs au lieu de jouer de manière insécuritaire en zone neutre. Et Mila Cerny qui a manqué une cage béante, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Alors, c'est juste des petits détails qui ont miné ce match-là. On regarde le temps qui restait au tableau lorsque le but de Talbot a été marqué. Il restait 25 secondes au cadran. C'est pour vous dire combien ce match-là a été âprement disputé. Ah, absolument. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est les détails. Puis c'est là que tu vois justement que l'intensité comment elle vient jouer son rôle. Où est-ce que justement, c'est les petits détails qui vont jouer, mais souvent c'est un petit détail où est-ce qu'on a bien contrôlé le moment, est-ce qu'on a bien saisi puis on a pris la bonne décision. Fait que des fois, mais tu sais, on voit souvent, on va dire que c'est ça qui a déterminé le match. En fait, c'est parce que c'est ça qui a été le dernier jeu marquant du match. Mais en réalité, il y en a plein tout le long de la partie des éléments comme ça. Exactement.
Donc, ça fait en sorte que le Boomerang est encore au sommet du classement. À égalité, et dans le fond, Alma a un match en main, mais à égalité avec les Janois d'Alma, qui ont un début de saison surprenant, positivement, évidemment. 3 victoires en prolongation parmi toutes leurs victoires, dont 2 en fin de semaine. Celle contre la Flèche, notamment, après un retour. Donc, franchement, une belle performance. Là. Alma qui gagne 4-3 contre Saint-Laurent, 6-5 contre la Flèche, comme je disais. Ils sont de plus en plus à surveiller parce qu'on dirait que souvent, ces équipes-là, tu te dis, est-ce qu'ils vont être capables d'apprendre à gagner? Puis n'arrivent pas à trouver les moyens et eux arrivent à le faire très rapidement. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Je ne sais pas s'ils vont le garder toute l'année, mais franchement, un début de saison impressionnant de la part des Janois. Et je ne veux pas être défaitiste par rapport aux Janois. Puis c'est juste un fait du passé que je vais énumérer, là. Et je leur souhaite que ça se maintienne, toute cette belle séquence-là. Parce qu'honnêtement, Pascal Hudon fait du très bon travail pour amener un certain niveau d'engagement élevé, des standards élevés du côté des Janois. C'est tout en son honneur. Mais je me rappelle à la saison 2019-2020, les Janois étaient dans le haut du classement avant le début de l'année 2020. Et après Noël, les Janois avaient encaissé un nombre de revers là, assez élevé. Je pense, si je me rappelle bien, je l'avais calculé, je pense que c'était 11 défaites en 12 matchs ou quelque chose du genre. Là. Alors, c'est sûr que, bon, ça peut ne pas tourner comme ça a tourné en 2020. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que les équipes qui offrent des très belles prestations avant Noël vont continuer sur le même rythme après les fêtes. Là. Il faudra bien contrôler la gestion des équipes d'une part et d'autre à travers le circuit. Là. Et du côté d'Alma, je pense qu'on ne fondait pas beaucoup d'attentes en eux, avec le nombre de joueurs qui étaient très peu élevés là, qui revenaient. Je pense qu'on était à seulement 6, mais en ce moment, on semble avoir trouvé des joueurs comme Olivier Talbot qui est en mesure d'inscrire un tour du chapeau là, face à la Flèche. On tire de l'arrière 5-3, on inscrit 4 buts sans réplique à Trois-Rivières face à une équipe des Dragons qui semblait être en contrôle. Je pense qu'il y a des éléments à tirer de ces 2 matchs-là qui ont été joués par Alma. Parce qu'en ce moment, ils sont en train, pas de jouer de faire une surprise dans la ligue, mais ils sont en train de petit à petit se placer dans le haut du classement. Puis c'est le genre d'équipe qui, s'ils sont en mesure de gagner en rythme, je pense que ça va être une formation à surveiller. Ils ont des joueurs qui proviennent du Junior 3A, oui, de leur structure avec les Lynx du pavillon Wilbrod Dufour, des joueurs qui proviennent des élites de Jonquière. Donc, c'est tous des joueurs qui proviennent de la région, qui semblent adhérer au style de jeu que les Janois ont depuis les dernières années. Puis en ce moment, je pense pas qu'on a une mauvaise édition là, du côté d'Alma. C'est une équipe qui va trimer dur à chaque soir, puis être en mesure de le faire sur les patinoires extérieures. Je pense qu'on n'a pas joué des vilains matchs. Il y a des éléments à retirer de ces performances-là du côté d'Alma qui sont très, très positifs. Ben oui, puis vas-y, Tristan. Du côté des Janois, la principale qualité de cette équipe-là, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, c'est le niveau d'éthique de travail. Cette équipe-là est rodée au quart de tour par Pascal Hudon, qui, lui, n'a jamais vraiment, comment dirais-je, considéré un joueur de son équipe comme étant un joueur vedette ou une étoile dans sa formation. Pour lui, tous les joueurs sont sur le même pied d'égalité. Et c'est ça qui fait la force d'Alma depuis le début de la saison. Et c'est ce qu'on avait mentionné d'ailleurs en préambule de saison. Alors, j'ai bien hâte de voir la suite des choses pour les Janois parce que si ça commence ainsi, comment ça va être dans plusieurs mois et dans 1 an et dans 2 ans dans ce cycle-là? C'est quand même très intéressant. Là. Non, tu as raison. Tu sais, c'est ça, c'est exactement comme tu dis. Il y a un élément là-dedans à voir cette équipe-là, à avoir des succès, oui, tôt, puis effectivement, ça pourrait ne pas durer, mais ça reste que c'est des bases sur lesquelles construire. C'est comment créer une chimie dans une équipe, comment créer des bonnes sensations, de la confiance. C'est par des éléments comme ça. Puis à partir du moment où tu as du talent, si la confiance est là puis qu'on établit une chimie, le rendu là, après ça, là, le nombre d'années d'expérience, ça devient très secondaire.
Fait que si on arrive à bâtir ça rapidement, on l'a vu, là, un gars comme Zach Boulian, un début de saison formidable. Tu as Olivier Talbot qui a connu un super match, puis son but en désavantage numérique avec 3-4 minutes à jouer, qui a changé toutes les choses, qui a ramené son équipe dans le match. Donc, franchement, là, une belle équipe à voir qui va continuer de suivre. Une autre équipe qui est vraiment intéressante en ce début de saison, c'est les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. On en a parlé, Pierre-Cédric Labrie qui a pris la relève au poste d'entraîneur-chef, visiblement a insufflé les bonnes choses dans la tête de ses joueurs parce qu'on continue d'avoir un bon début de saison, de 2 victoires, une de 5-3 contre la Flèche, une de 5-1 contre Saint-Hyacinthe. Puis on a des gars, justement, là, Benjamin Chabot, Jérémy Bello, 7 points en 2 matchs chacun en fin de semaine. Donc, franchement, là, on sent une équipe solide. Là. On savait que ça allait être une bonne équipe, mais à part très bien, on a des bons joueurs qui fonctionnent. Fait que c'est bon signe pour les Lions qui vont peut-être se replacer parmi les gros clubs de cette ligue-là les prochaines années avec ça. Et c'est un nouveau vent qui arrive du côté des Lions aussi, là, en sens où est-ce que pendant plusieurs années, cette équipe-là fut dirigée par Mike Labadie et Guy Chouinard, deux hommes de hockey très expérimentés qui, venaient d'une autre école, disons-le comme ça, mais qui sont très excellent, disons-le comme ça. Là. Tout de même, le Lyon, c'est quand même l'équipe la plus titrée en nombre de championnats dans l'histoire du circuit. Guy Chouinard a su maintenir des standards qui furent mis en place par Mike Labadie et il semble avoir une continuité dans la suite des choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la majorité du personnel d'entraîneur du côté de Saint-Laurent, c'est du nouveau monde qui est là. Et la transition semble avoir été très bien effectuée. Pierre-Cédric Labrie est là pour y rester pour un bon nombre d'années, je pense. Et on voit un niveau de jeu élevé de la part des Lions et des standards élevés du côté de Champlain-Saint-Laurent, comme on connaît très bien cette formation-là. Et cette équipe-là, comme on l'avait mentionné en début de saison, sans surprise, est situé dans le haut du classement et je pense qu'ils vont rester là pour un bon bout de chemin là, cette année. Là. C'est un véritable rouleau compresseur là, qu'on a du côté de Saint-Laurent. On a des joueurs à l'offensive. Oui, Bello et Chabot font énormément de points, mais quand on regarde le gardien, sa prestation de Simon Boucher, en ce moment, c'est 3 parties jouées pour lui, puis 3 victoires. C'est un gardien en qui on voyait beaucoup de potentiel cette saison. On voit que les Lions sont en mesure d'aller chercher des résultats impressionnants. Là, on a été en mesure de tester à 52 reprises Alexis Cournoyer lors du dernier match, même si on inscrit seulement 5 buts. Dans la manière dont on se comporte là, du côté de Saint-Laurent, à partir d'Orion, on est en mesure de générer de l'offensive. On a inscrit 3 buts en à peine 4 minutes là, en début de deuxième période face à la Flèche. Donc, du côté de Saint-Laurent, ça va être une formation à surveiller. On a des vétérans qui sont de retour. Mathis Croteau, c'est un joueur qui est amené à jouer de grosses minutes cette année. Il prend vraiment son rôle d'assistant capitaine à cœur. On voit comment on est dynamique du côté des Lions. Donc, pour moi, ça va être une formation. Si ce n'est pas la formation qui connaît le plus de succès cette année, ça va être une des formations qui, pour moi, vont être en mesure de progresser. Puis déjà, ils sont arrivés à un stade où est-ce qu'à chaque soir, ça va être difficile de les affronter. Je pense qu'on a un excellent travail qui est effectué du côté des Lions. Puis, la seule chose qu'il faudra faire attention, c'est si Bello et Chabot continuent à faire autant de succès, je ne serais pas étonné si ils sont rappelés parce que c'est des joueurs qui, à partir de rien, sont en mesure de faire quelque chose. On l'a vu dans ce match contre la Flèche. Sur leur première présence, Bello qui trouve Chabot et déjà, on a inscrit un premier but dans la première minute. Donc, du côté de Saint-Laurent, on a une véritable force de frappe. Là. Et il ne faut pas oublier non plus Mathias Loisel, qui est un des bons morceaux au niveau de l'offensive des Lions, lui qui évoluait sous les ordres d'Alain Charbonneau au niveau M18D1 à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la polyvalente Marcel André. C'est un autre joueur là, qui connaît un bon début de saison du côté des Lions. Il ne faut pas oublier non plus des très bons défenseurs aussi dans cette formation-là. Vraiment là, un bon début de saison du côté des Lions. Et moi, je pense que ça va être une des équipes là, qui vont se battre pour le haut du classement. Ça, c'est sans équivoque. Là. Absolument, absolument. En fin de semaine,
il y a un match que Tristan avait prédit, dont Tristan avait prédit l'issue, c'est-à-dire le fameux match entre Saint-Hyacinthe et Sorel. Un match qu'on avait quand même ciblé en se disant intriguant comme match, ça va être intéressant de le voir aller. Bien qu'on pouvait avoir tendance à favoriser Sorel, Tristan avait quand même soulevé le point que Saint-Hyacinthe avait ses chances et effectivement, Saint-Hyacinthe a fini par l'emporter 4-2 à Sorel quand même. Oui, absolument. Puis ce n'est pas facile d'aller chercher un match contre les Rebelles au Colisée Cardin et les lauréats qui ont fait tout un travail. Et il devrait remercier là, le gardien de but, Esteban Gauthier, qui a connu toute une performance. 35 arrêts sur 37 tirs des Rebelles. Du côté de Saint-Hyacinthe, c'était vraiment la deuxième période qui a été frappante pour les lauréats, là, avec 2 buts qui ont été marqués soit par Nathan Rhodes et Olivier Beaupré. Et si je ne me trompe pas, Olivier Beaupré jouait au niveau de Division 2 l'année passée du côté de Saint-Laurent. Nathan Rhodes, si je ne me trompe pas, je crois qu'il évoluait en D2 l'année passée aussi, mais je dis cela sous toute réserve. J'y vais de mémoire. Du côté de Beaupré, il jouait avec Saint-Hyacinthe en Division 1. C'est un vétéran de l'année passée. OK, parce que je pensais que c'était un des joueurs de Saint-Laurent l'année passée, mais bref. Du côté de Saint-Hyacinthe, ils avaient décoché 16 tirs en deuxième période. Mais lorsqu'on regarde le reste du match, Sorel a tiré 13 fois en troisième, 15 fois en première période. C'est beaucoup de lancers, mais les lauréats sont résilients. Ils ont marqué 3 buts en avantage numérique. Et un des avantages numériques. C'est ça. Et ils n'ont qu'écopé seulement de 3 pénalités. Donc, discipline, un jeu de puissance efficace avec un taux de réussite de 30% dans cette partie-là. Un jeu à 5 contre 5 quand même assez considérable. Je pense que Gabriel Drouillon, là, ça devait être fier de son équipe d'avoir cette prestation-là. Chapeau au lauréat. Qui vraiment là, connaissent un très bon début de saison. Chapeau à Esteban Gauthier qui connaît des très bons matchs, très bons départs depuis le début de l'année. C'est tant mieux pour les lauréats si ça peut bien se replacer ainsi. Oui, absolument. Puis, tu sais, ça va être intéressant de voir aussi le nombre d'équipes qui vont se retrouver à Saint-Hyacinthe ou contre Saint-Hyacinthe, peu importe où c'est où, mais qui vont devoir commencer à se dire il faut jouer notre match à son plus haut niveau. Saint-Hyacinthe n'est pas une proie facile. Donc, ça amène à autre chose là, aussi là, dans le déroulement d'une saison. Puis en même temps, si je ne me trompe pas, on les voyait dans le dernier tiers du circuit. Moi, de ce que je vois avec les premiers matchs des lauréats et de ce que je vois à leur actif, puis la qualité de jeu de plusieurs des joueurs, dont le gardien de but Gauthier, je pense à croire qu'ils peuvent être milieu de peloton cette année. Pareillement. C'est une équipe qui, pour moi, va être beaucoup plus difficile à affronter, contrairement à l'année passée. On a été en mesure de blanchir quand même Léo Saint-Michel face à Sorel-Tracy, en plus du retour du Go Vézina-Fusée là, du côté de Sorel-Tracy. Donc, il faudra faire attention du côté des Rebelles. Je pense que ça va être une équipe qui va être galvanisée par le retour de ce joueur qui, pour moi, est en mesure de faire la différence. Puis si c'est pas le meilleur joueur de la Ligue dans les dernières années, Vézina-Fusée qui a vraiment été dominant. Mais pour en revenir là, du côté de Saint-Hyacinthe, on a une équipe en qui on fondait encore une fois pas beaucoup d'attentes, mais en ce moment, ils sont en train de petit à petit former leur identité. Puis, lorsqu'ils limitent l'adversaire à des chances de qualité un peu moins élevées que l'année passée, je pense que c'est une équipe qui est capable de jouer ces matchs-là contre n'importe qui, puis d'espérer aller gagner des matchs contre Sorel. C'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus souvent là, du côté de Saint-Hyacinthe. Donc, on semble se diriger vers la bonne direction du côté de l'organisation des lauréats. Je suis obligé de vous amener encore à parler de Lionel Groux, qui malheureusement n'a toujours pas été en mesure d'aller chercher sa première victoire. Oui, une défaite en prolongation face à Sainte-Foy, une autre équipe qu'on voyait peut-être plus haut. Mais bon, Sainte-Foy a quand même gagné son match, sa deuxième victoire. Lionel Groux perd ce match-là en prolongation, perd 3-2 contre Thetford. Donc, contre 2 bonnes équipes, on tient la route. Mais bon, on n'est pas capable d'aller chercher la victoire.
Je ne sais pas si ces deux matchs-là, malgré tout, vont servir d'assise pour se dire, écoutez, là, on est capable de se tenir contre n'importe qui dans cette ligue. Maintenant, il faut aller chercher des victoires parce que la saison est quand même très jeune. Ou s'il faut déjà mettre des points d'interrogation à cette équipe-là. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Denzel, comment tu vois ce début de saison-là de Lionel Groulx qui est surprenant parce qu'on accorde, oui, beaucoup de buts, mais on en compte beaucoup moins qu'on pensait en voir. Peut-être qu'un explique l'autre là, en passant. Souvent, la défensive permet l'attaque, là, mais je te laisse me dire comment tu vois ça, ce début de saison-là des Nordiques. Suite aux deux matchs de cette fin de semaine, je pense pas que c'est le temps de tout remettre en question là, du côté de Lionel Groulx. On est passé très, très près d'aller gagner ce match-là face à Sainte-Foy, même si c'est dans les derniers instants qu'on est en mesure de pousser ce match en prolongation. On a eu d'excellentes chances de marquer au fil de la partie. On a aussi une prestation devant le filet de Justin Laplante qui est vraiment encourageante. On avait besoin d'un gardien qui soit en mesure de relever le défi qu'il a à faire face au temps de tir avec une défensive de Lionel Groulx qui avait de la difficulté à trouver ses repères. Puis face à Thetford aussi, c'est le même genre de match qu'on a eu. On a été en mesure de garder la marque assez serrée. On a seulement accordé 6 buts ce week-end-ci. Donc, je pense qu'il y a déjà une marge de progression là, du côté des Nordiques parce que on a tenu tête à une équipe de Thetford pendant tout le match. Selon moi, on méritait un meilleur sort là, du côté de l'Arena Renaud-Fournier. On a été en mesure de mettre énormément de pression face à une équipe de Thetford qui est très expérimentée. Donc, je pense que du côté de Charles Dupéry, on est tout près là, de finalement être récompensé par les ajustements qu'on a mis en place. C'est sûr que c'est décevant là, du côté de Lionel Groulx, la façon dont les choses se passent, mais je pense que ça va se replacer. On a été en mesure de bien mettre nos joueurs dans des bonnes situations. Puis, ce week-end-ci, je pense qu'il est quand même représentatif de ce que les Nordiques sont en mesure d'offrir parce qu'on a été en mesure de progresser, puis c'est une bonne chose à Lionel Groulx. Et moi, de mon côté, quand je regarde le portrait de la situation et que je regarde au niveau des points, Gabriel Théoret, 7 points en 5 matchs, Thériault, 6 points en 5 et Benjamin Brassard, 4 points en 5. Tout le reste des joueurs ont en bas de 3 points. Je ne dis pas que les autres joueurs devraient avoir plus de points que les 3 meilleurs pointeurs, mais ceci dit, lorsque je regarde ça, ça veut dire, est-ce qu'on marque assez de buts par match? Est-ce qu'on en accorde trop? Il faut trouver l'équilibre entre les deux extrêmes là, en termes de nombre de buts pour et de buts contre. Je pense qu'il faut retrouver cet équilibre-là du côté des Nordiques. Et j'imagine que les joueurs de soutien devront faire le travail, devront être en mesure d'appuyer des gars comme Thériault, Brassard et Théoret afin que cette équipe-là puisse connaître du succès. Je pense que ça va passer par là parce que les gardiens de but n'ont peut-être pas grand-chose à se reprocher. Cloutier fait le travail. Cadieux est un excellent gardien de but. Laplante, comme tu l'as mentionné, Denzel, a connu un bon match également. Alors, je ne crois pas que ce soit la faute des gardiens. Il faut juste que les autres joueurs misent sur le positif, se regardent dans le miroir de ce qu'on fait de mal, ce qu'on fait de bien, et après ça, appuyer les 3 meilleurs joueurs de cette formation-là. Moi, c'est ce que je vois au niveau de cette formation-là, parce que personne à travers le circuit les voyait au dernier rang après 3-4 week-ends d'activité, là. Non, exact. Puis ça va être intéressant justement de voir si la dernière fin de semaine est un tremplin là, vers quelque chose de mieux. Des fois, ça prend, ça prend un petit détail ici et là pour ramener la confiance. Ça va être à suivre. La semaine parfois, ça peut être aussi ce type de week-end-là qui va les aider. Et parfois, ça peut être toute l'adversité du début de saison qui peut aider cette équipe-là à devenir meilleure aussi. Alors, il faudra voir la suite des choses afin d'avoir un meilleur échantillonnage et une meilleure évaluation. Évidemment, c'est ça. On est vraiment début de saison, sauf que c'est déjà un défi de coaching et de leadership, là. On a ça, puis ça va être là de voir justement comment les coachs, comment les leaders de l'équipe, les vétérans, ces gens-là vont être capables de ramener tout le monde dans des bonnes dispositions mentales parce que
c'est la pire chose qui peut arriver, c'est de déraper mentalement là, en se disant que les choses vont trop mal. Ça, il n'y a rien à faire dans ce temps-là. La semaine prochaine, on a encore un beau menu qui commence dès vendredi soir avec un Champlain St. Lawrence contre Thetford. Ça, j'ai beaucoup de... Ça se dit pas, beaucoup hâte, mais bon, j'ai beaucoup hâte à voir le match. Mais ça va être très intéressant. Je pense que Champlain St. Lawrence, Thetford, pour moi, est le match à suivre. Là, puis je suis bien content que ce soit le vendredi soir. Ça commence bien la fin de semaine. Ça va être un match très intéressant. Je pense qu'on va avoir beaucoup de buts là, dans ce match. On a 2 forces de frappe à l'offensive qui font très bien jusqu'à présent. Du côté de St. Lawrence aussi, ça va être un beau test. On va faire face à une défensive expérimentée de Thetford. Oui, on a des gardiens recrues du côté de la formation de Martin Bernard, mais je pense qu'on va avoir droit à un match très intéressant. Puis, moi, je surveille aussi le match opposant Lennoxville et Alma. C'est un match qui, pour moi, c'est 2 équipes qui connaissent beaucoup de succès. Petit à petit, Lennoxville reste dans le haut du tableau. Eux aussi, c'est une équipe qu'on ne voyait pas nécessairement connaître beaucoup de succès en début de campagne, dû au fait qu'on a eu plusieurs joueurs qui ont quitté, mais on fait des belles choses là, du côté de Lennoxville. Donc, de les voir face à Alma, qui eux aussi connaissent du succès, je pense qu'on va avoir droit à un beau match là à Robertval dimanche. Moi, de mon côté, évidemment, j'ai hâte de voir André Laurando contre les Filons du Cégep de Thetford. Ça va être un duel très physique. 2 formations avec des joueurs de gabarit très imposants. Je m'attends à ce que ce soit un des gros matchs de la fin de semaine. Et j'ai hâte de voir la suite pour les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent aussi, si je ne me trompe pas, sur une série de 2 ou de 3 défaites consécutives. Là. Ça va être intéressant à suivre, bien que Saint-Laurent ait perdu seulement en prolongation là, contre les Janois. Ce n'était pas un match facile et ce ne fut pas un match facile non plus contre le Boomerang. Parce que, bon, si on regarde au sommaire de ce match-là de vendredi, aucun but marqué en égalité numérique du côté des Patriotes, mais 2 buts marqués en supériorité numérique toutefois. Alors, il y a tout de même du positif sur quoi bâtir. Et du côté des Patriotes, un joueur qui est en train vraiment d'éclore là, et que je pense qu'il va rester dans la Division 1. Je dis cela parce que c'est un joueur qui, initialement, était dans le D2 et là, se retrouve à titre de joueur affilié dans le D1 en raison d'une blessure à long terme d'un joueur du côté des Patriotes. Et c'est le défenseur Owen Bamber. Owen Bamber est en train de s'imposer physiquement sur la glace au niveau de son style de jeu, au niveau de ses responsabilités sur la patinoire. C'est vraiment un défenseur qui est en train de prendre sa place au niveau Division 1. Et je ne pense pas qu'on ait fini d'entendre parler de lui. Et du côté du Boomerang, il faut aussi souligner la fin de semaine d'Anthony Belland. Très bon défenseur du côté du Boomerang. 5 points en 2 matchs cette fin de semaine. 1 but, 3 passes contre les Patriotes vendredi soir. 1 passe contre les Griffons. C'en est un autre défenseur là, qui est en train de s'installer au niveau de la Ligue collégiale, qui fait du bon travail. Mais une chose est certaine, les Patriotes vont jouer là, 2 matchs ce week-end, soit contre les Nordiques du collège Lionel Crou vendredi soir du côté de Ronald Caron et dimanche du côté de Saint-Laurent contre les Dragons du collège La Flèche. 2 matchs qui, selon moi, là, seront des duels qui seront âprement disputés au cours de la prochaine fin de semaine. Excellent. Fait que je pense que ça fait un très, très bon tour d'horizon. En plus, des matchs à surveiller. Merci, messieurs, de votre travail. Encore une fois, extrêmement professionnel, la haute qualité. J'espère que les gens qui nous écoutent sont nombreux et j'espère que les gens qui nous écoutent en parlent aux autres personnes autour d'elles parce que, franchement, vous faites de l'excellent travail. C'est extrêmement intéressant. Et en plus, le jeu sur la patinoire en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. On ne le dira jamais assez. Merci, messieurs. Je mentionne ça aussi. Il y a beaucoup de dirigeants à travers le circuit qui écoutent le podcast à chaque semaine. Des parents de joueurs également. Des joueurs en parlent également. Alors, c'est intéressant de savoir que ça se parle à travers les équipes, tout ce qui se dit autour de notre balado ici. Et c'est bien plaisant de suivre tout ce qui se passe à travers le circuit parce que vraiment, on a des matchs de très haute qualité et on souhaite que ça se maintienne ainsi jusqu'au mois d'avril. Ben, excellent, excellent.
Vas-y, Après ce que Denzel. vous avez dit, je pense pas que j'ai quelque chose à rajouter, honnêtement. Là. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, messieurs. Au grand plaisir. À la semaine prochaine. Puis, comme je le disais, je le rementionne, partagez la bonne nouvelle. Puis, donnez-nous vos commentaires là, au bas des vidéos sur YouTube, sur nos publications, Twitter, Facebook et compagnie. Gênez-vous pas, donnez-nous vos commentaires. On est là pour s'améliorer puis surtout nous assurer que vous ayez le meilleur produit possible. Merci encore, messieurs, et Merci. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.